Bonjour à tous, merci de passer votre matinée avec nous sur U2P TV, toujours en direct du Salon des maires et des collectivités locales qui se termine ce soir. Nous, on vous accompagne sur U2P TV jusqu'à la mi-journée avec de nouvelles émissions, de nouveaux invités. Et d'ores et déjà, un grand merci à tous puisque toutes les émissions que nous avons réalisées depuis mardi sont largement vues, likées, commentées, partagées. Donc merci à vous. Continuez évidemment pour porter la voix des artisans, des commerçants et des professions libérales un petit peu partout sur les réseaux sociaux. La question que nous allons nous poser ensemble ce matin, comment mieux soutenir les artisans, commerçants et professions libérales localement? Et pour y répondre, trois invités sont avec nous. Christian Martin, bonjour. Bonjour. Chargé des relations institutionnelles à la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française. Et vous êtes également boulanger à Aubenas en Ardèche. Non pas à Aubenas, à Aubenas. À Aubenas, pardon. On ne sait jamais où mettre les S, effectivement, dans ce genre de cas. À Aubenas. Thierry Fréchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du bureau des saisonniers de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Et Hugues Verdier-Davioud, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération nationale des opticiens de France. Alors Christian Martin, comme on se retrouve à peu près chaque année en fait sur ce plateau pour parler de ce thème-là, je vous lance tout de suite et puis après comme ça on sait qu'on est bien dedans. Est-ce que vous vous sentez, vous et les boulangers au niveau local, assez soutenus par vos maires, par vos collectivités ? Quelque part, il y a une vraie volonté de maintenir les activités artisanales. Pour autant, depuis 40 ans, on n'a pas pris ce chemin-là. Il faudrait peut-être commencer par arrêter de créer des zones artisanales ou commerciales à l'extérieur des centres-villes ou des centres-bourgs et dans la ruralité également. On sait que ces zones commerciales ont un effet attractif très fort. Ça dépeuple dans les communes, ça dépeuple aussi les appartements. L'État a retiré tous les services. Donc effectivement, il est compliqué pour nos artisans commerçants de continuer à trouver une clientèle suffisante sur les trois zones que nous délimitons, la zone urbaine, la zone périurbaine et la zone rurale, encore que la zone périurbaine est peut-être celle qui s'en sort le moins mal, puisqu'il y a beaucoup de passages en principe dans ces zones-là. Pour le reste, je dirais qu'effectivement, il faut travailler avec nos élus locaux qui n'ont plus forcément tous les moyens qu'ils avaient avant. Mais on est souvent contacté quand le boulanger va fermer, quand l'épicier va fermer. Le problème, c'est que c'est souvent trop tard. C'est avant qu'il aurait fallu réfléchir à faire ce qu'il fallait pour qu'ils puissent rester. Mais justement, la question, c'est de quoi ont besoin les boulangers? Alors, on sait qu'il y a les problèmes d'inflation, d'énergie, etc. Mais j'ai envie de dire, les maires n'y peuvent vraiment pas grand-chose, mais en termes de lien avec son maire, de quoi ont besoin les boulangers aujourd'hui? De soutien financier? Est-ce que c'est juste de la communication, de l'accompagnement, des prises de décision fortes? Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de soutien financier. On n'a pas envie de devenir subventionné. Nous ne sommes pas des fonctionnaires. Une entreprise, elle a une fonction économique. Ce dont il faut que nos élus locaux se rendent compte, et on est à la plus grand respect pour ces gens-là parce qu'ils font un travail formidable, c'est qu'au-delà de l'activité économique d'une entreprise, on crée du lien social dans un quartier, dans un bourg, dans une périphérie de ville. Et ça, c'est des choix en fait forts de la part du maire. Bien sûr, ce sont des choix politiques. Il y a aussi la possibilité de préempter aujourd'hui sur les commerces pour éviter que ce soit toujours du tertiaire ou des métiers de service qui sont respectables au demeurant. Mais à partir du moment où ils sont trop nombreux, il manque l'alimentation de proximité, le service de proximité apporté aux gens, les personnes âgées notamment. Donc du coup, qu'est-ce qu'elles font? Les propriétaires ne rénovent plus les appartements des centres-villes. Les gens s'en vont à la périphérie, à l'extérieur ou à la campagne. Et les centres-bourgs, les centres-villes se désertifient. Et puis on n'a plus le potentiel pour travailler. Alors, chez les opticiens, comment ça se passe? Quelle est la situation de vos adhérents? On se porte plutôt bien. Aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre, on est le premier professionnel de santé, professionnel de santé visuel, le premier recours. On est ouvert 6 jours sur 7. Alors on dit qu'on est et puis de 9h à parfois 20h, parfois entre midi et 2. Dès qu'il y a un problème, les gens savent nous trouver. Alors effectivement, on dit qu'on est trop nombreux. Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'on est sous-utilisé. On a des compétences qui ne sont pas utilisées. Et là où aujourd'hui, je dirais, pour répondre à votre question sur est-on soutenu localement, eh bien, je regrette de constater que certains maires font appel parfois ou laissent s'installer sur des zones, parfois sur des parkings ou devant des mairies, des camions mobiles qui ne respectent pas le code de la santé publique, pas le code de la sécurité sociale, pas le code de la convention qu'on a avec la CNAM sur le tiers payant, pas le code de l'urbanisme, pas le code de la loi 2005 sur le droit égalité des chances pour tous, l'accessibilité des handicapés par exemple. Pardon, ce sont des camions mobiles qui proposent quoi? Alors, c'est des camions mobiles qui prétendent proposer des services que n'aurait pas un opticien. Alors, les opticiens, on en a partout. Lesquels par exemple? Aujourd'hui, ils proposent de la téléconsultation.
et ensuite, soi-disant, ils délivrent des montures. Mais une fois que le camion mobile est parti, les montures, plus de SAV, l'ajustage, il est impossible parce que ça arrive dans les boîtes aux lettres. Et puis la téléconsultation, aujourd'hui, n'est pas encadrée. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de... Alors, ceux qui la font disent qu'il y a un flou juridique. En réalité, il n'y a pas de flou juridique parce que la téléconsultation qui met à distance le patient et un orthoptiste entre le patient et l'ophtalmo, eh bien, il faut savoir qu'il y a une circulaire de l'assurance maladie qui dit que l'orthoptiste doit être celui du patient et qui doit l'avoir vu dans les 12 derniers mois en présentiel. Quelle probabilité il y a aujourd'hui, si les pouvoirs publics faisaient leur travail de contrôle, que ça puisse se produire? Aucun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la téléconsultation est utilisée, pourquoi? Ça sert en fait à compenser un défaut d'accès à la prescription. Aujourd'hui, on a des besoins et on sait que, alors quand nos amis ophtalmos, par ailleurs, avec lesquels on travaille, nous disent nos délais de prise en charge ont énormément baissé, oui, peut-être dans les centres-villes, dans les grandes villes, dans les zones urbaines, mais dans les zones rurales, c'est pas le cas. Et puis, on a des politiques de prise en charge qui font que, eh bien, parfois, c'est la personne de grand âge ou parfois, c'est les enfants qui sont plus du tout pris en charge. Et alors, on essaye de trouver des substituts. Les camions mobiles font partie de ça. Et effectivement, on essaie de lutter contre parce que ça dérégule le marché, ça fragilise l'opticien de quartier qui contribue à faire vivre sa ville et sur lequel je pense qu'il faut réussir à s'appuyer et à travailler. On est capable de faire plein de choses, on fait du dépistage, on est en pleine expérimentation sur les maisons, les EHPAD, et on attend les conclusions là, courant d'année, et pour aller plus loin. Et donc je pense qu'on a des compétences, on est extrêmement bien formés, voire les mieux formés en examen de vue. Je ne parle pas de diagnostic, je parle d'examen de vue. Et donc on est capable de faire des tas de choses en magasin, on est équipé, et je crois qu'il faut qu'on ait de la formation continue sur la basse vision, sur les personnes âgées, sur les enfants, sur la vision au travail, sur les réfractions complexes. L'État aujourd'hui ne s'appuie pas assez sur nous. Voilà. Donc là, c'est là où je pense qu'on aimerait être plus soutenu localement. Alors pour les métiers de l'hôtellerie-restauration, on parlait hier dans une autre émission de ces fameuses préenseignes. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus et est-ce qu'on peut aussi revenir sur la façon dont les maires justement peuvent communiquer au-delà de ces préenseignes pour annoncer les hôtels, les restaurants dans les campagnes notamment, qui est un soutien finalement à votre visibilité? Alors le problème des préenseignes, c'est pas tout nouveau. Bon, le problème, c'est l'Assemblée, ce sont les sénateurs qui ont bloqué par rapport à une petite phrase. Les députés étaient d'accord, les sénateurs non. Ça a fait quelques années que c'est refusé. Une personne qui passe sur une nationale, et à 100 mètres, il y a un hôtel, il y a une boulangerie, il y a un village, il y a des arbres devant. Ils ne vont pas regarder leur téléphone, parce qu'on n'a pas le droit de regarder son téléphone pendant qu'on conduit. Et derrière, ils vont avancer. Donc s'il n'y a pas une petite préenseigne, depuis les préenseignes, les entreprises de bouche sont en train de mourir. Parce qu'ils ne sont pas vus, ils ne sont pas reconnus, ils ne sont pas vus. Et ça, c'est une problématique d'indiquer qu'il y a un village et aussi des artisans et des commerçants dans ce village. Et le maire peut faire quoi en fait pour contourner ça ou pour proposer d'autres solutions? Contourner, pourquoi contourner? Il y a une loi, il faut voter, il faut que les sénateurs continuent à voter cette loi et après pouvoir mettre pas les fléchettes, parce que ces fléchettes, on ne les voit pas. C'est uniformisé, c'est la même couleur, que ce soit un restaurant, que ce soit n'importe quel établissement. Les gens ne regardent pas, même des personnes de la préfecture. Je vois dans les Hautes-Alpes, la personne qui s'occupait de ces fléchettes à l'époque, il m'a dit, mais moi je fais du vélo, je ne vois pas vos restaurants, je ne vois pas vos hôtels. On est d'utilité publique, Une personne dans la nuit, il n'y a plus rien qui passe en ruralité, point de vue téléphone. Il va où? Et on peut pas les accueillir correctement dans les villages, dans la ruralité surtout. C'est un gros problème. Déjà la préenseigne, déjà on pourra redonner vie à certains villages et faire voir qu'on existe. On parlait hier, je rebondis sur ce que vous disiez, on parlait hier des complémentarités qu'il pourrait y avoir entre les entrées de ville et les centres-villes, avec donc toutes ces zones commerciales effectivement d'entrée de ville. Et on peut avoir l'impression effectivement que les maires cèdent un peu à quelques sirènes et renient un petit peu leurs engagements par rapport au centre-ville, centre-bourg, pour créer des zones industrielles avec des grands centres commerciaux, etc. Est-ce que vous constatez vraiment que certains maires se dédisent un petit peu sur ce thème-là et vont à l'appât du gain plutôt que de vous protéger? Je préfère que ce soit vous qui le disiez, mais si je voulais si je voulais avoir mauvais esprit, ce qui ne m'arrive jamais, je dirais quand même que ces enseignes-là ont des moyens que nous n'aurons jamais.
et qu'une campagne politique, qu'un aménagement, moi, à côté de ma ville, un grand centre commercial a refait tout le stade contre un agrandissement de plusieurs milliers de mètres carrés. Alors, je ne parle pas d'illégalité, je dis que moralement, c'est quand même difficilement soutenable. S'il n'y a pas la conscience des dégâts que ça fait derrière, aujourd'hui, ils sont là, on ne va pas les raser. Simplement, peut-être un moratoire pour se dire, on va voir. Quand ils annoncent qu'ils vont créer 100, 200, 300 emplois, combien je vais en détruire derrière? Et puis, sont les mêmes emplois que ceux que pourraient créer des artisans, des commerçants dans les centres-villes ou les centres-bourgs. Moi, je dis non, ce n'est pas la même chose. Chez nous, lorsque nous formons dans les métiers de bouche, mais même dans les vôtres, monsieur, nous formons des jeunes, c'est pour en faire de très bons salariés, mais à terme, sans doute des chefs d'entreprise. C'est quand même autre chose en termes de philosophie. C'est un choix politique fort que nos élus n'ont pas voulu faire jusqu'à ce jour. Peut-être y seront-ils contraints par l'avenir. On voit bien qu'aujourd'hui, le système des hypermarchés arrive en bout de souffle. Les grandes surfaces, les hypermarchés ne veulent plus reproduire ce modèle-là, ce schéma-là, parce qu'il devient moins rentable. Et là, la rentabilité, ça ne choque personne. Mais quand c'est un petit artisan commerçant, comme vous disiez, qui est ouvert 6 jours sur 7, pour nous, en ce qui nous concerne, de 6h du matin à 19h, sans interruption à la mi-journée, ça va au-delà de la notion économique. On rend un service à la population en plus de la nourrir. On apporte, on le sait bien, dans la petite ville où je suis, les gens le samedi viennent poser leur sac et leur panier en disant « Vous me gardez ça, je vais au marché, je reviens, je prendrai mon pain. » Voilà, tout ça. Et je ne vous parle pas dans les campagnes où souvent les personnes qui sont un peu isolées voient 2 personnes, pas tous les jours, parce que le facteur malheureusement aujourd'hui ne passe plus tous les jours, mais voient tous les jours le boulanger et le facteur 2 ou 3 fois par semaine. Oui. Je vais rebondir sur les propos de monsieur. On est nous, les artisans, les petites et moyennes entreprises, les sociétés de services, on est les premiers embaucheurs de France. Alors on nous voit à l'échelle très locale, le petit magasin, le bouclard, comme parfois on l'appelle, mais il ne faut pas oublier la dimension économique qu'il y a derrière nous. On a on crée des emplois secondaires qui sont cachés, qui sont derrière nous. Et puis, j'ai perdu ce que je voulais dire d'ailleurs, mais ça va revenir. Non, mais l'idée était effectivement de savoir, vous, en tant qu'opticien, puisque on peut comprendre les boulangers, les métiers de l'hôtellerie-restauration, de leurs besoins, mais c'est vrai qu'on a peut-être du mal à se figurer de quoi ont besoin les opticiens en fait aujourd'hui comme soutien. Parce qu'on a l'impression que c'est quand même une profession qui va bien, qui roule, il y en a un petit peu partout. Rien que j'habite à Courbevoie dans le 92, dans le centre-ville, j'en ai au moins 3 ou 4 qui sont à quelques centaines de mètres les uns des autres, donc je me dis, bon ben ça roule. Les opticiens, ça fait des années qu'on est initiateurs. La réforme du 100% santé, on l'a appliquée. C'est une contrainte économique pour nous. C'est-à-dire qu'on a l'obligation d'avoir un certain nombre de montures, de proposer des devis ou sans reste à charge. C'est des choses que d'ailleurs on savait faire bien avant que l'État se mêle de ça. On a les résultats qui sont pour l'optique, on répond au taux attendu. Et aujourd'hui, on nous met de contrainte en contrainte. Alors aujourd'hui, il faut bien voir qu'on est, nous, sur un défi ciseau, comme tous les professionnels, finalement tous les artisans. On a nos prix d'achat qui augmentent, on a nos charges qui augmentent, on a les salaires qui augmentent, et puis à côté de ça, nos prix de vente sont plafonnés, par exemple sur le marché A, où ils n'ont pas été revus non plus, ils sont fixés par l'État et pas revus en fonction de l'indice de l'inflation. Et puis on a à côté de ça les contrats de complémentaires qui plafonnent le marché dit libre, donc qui n'est pas si libre que ça. Et puis dans un moment économique un peu tendu, les gens font vraiment très attention. Donc on est là, on les accompagne, mais encore faudrait-il que les gens aient connaissance de ce qu'il y a dans leur contrat. Si je vous demande ce qu'il y a dans votre contrat en santé, par exemple en optique, je pense qu'aussi sur le plateau, personne ne sait me répondre. Et quand les gens veulent savoir, il faut qu'ils appellent la mutuelle qui, au lieu de leur répondre, les renvoie à droite, à gauche, vers des gens qui vont pour avoir le bénéfice du tiers payant, divulguer le secret médical, c'est-à-dire les corrections de données. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien voir aussi que aujourd'hui, l'opticien est contraint, s'il veut faire le tiers payant, à ne pas respecter le RGPD. L'État fuit ses responsabilités, la CNIL fuit ses responsabilités, et nous, on est pris entre le patient, les mutuelles, la CNIL, l'État, et on doit essayer de faire tout ça. Si on a besoin de soutien, c'est ça. Qu'à un moment, l'État, la CNIL, prennent leurs responsabilités et disent on fait ça, vous avez tort, vous rentrez dans le rang, ou vous avez tort, vous rentrez dans le rang, mais qu'à un moment, on sache quoi faire, parce que derrière tout ça, c'est l'intérêt du patient qui doit prévaloir, et aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, nous, on est sur un effet ciseau et effectivement, on essaie de répondre à tout ça tout en restant à disposition des patients. Alors évidemment, toutes les filières attendent de leur mère
localement du soutien, hein, peu importe la forme qu'il prend. Néanmoins, j'aimerais savoir de quelle manière les entreprises peuvent se soutenir entre elles. Par exemple, de quelle manière un hôtel, un restaurant va aller chez son boulanger de village pour prendre le pain systématiquement et pas une fois par semaine. De quelle manière un boulanger peut mettre de la pub sur ses réseaux sociaux ou dans sa boutique pour l'hôtel d'à côté ou le restaurant d'à côté. Est-ce que la synergie est assez importante entre vous, en fait? Parce qu'on dit aide-toi et le ciel t'aidera. C'est peut-être la meilleure solution. Mais ça se fait depuis des années. Oui, mais est-ce que ça se fait travaille assez ensemble, que ce soit la boucherie, que ce soit la boulangerie, les restaurants, que ce soit les hôtels. Ce qui serait bien aussi, c'est que les communes, au moment des appels d'offres, quand ils font des repas de groupe, Oui, les vœux du maire, qu'ils aillent etc. chercher la proximité. J'ai vu dans les Hautes-Alpes quelqu'un qui avait fait 7 heures de route, un traiteur qui avait fait 7 heures de route, qui arrivait de Toulon pour aller fournir dans les Hautes-Alpes. Et juste à côté, on avait un traiteur à même pas 100 mètres. J'ai demandé, à Madame le maire, elle me dit oui, mais on a un cahier des charges, on a un appel d'offres, et l'appel d'offres se fait, il y a une demande, et voilà, il a dû faire moins cher, il a fait 7 heures de route, je ne sais pas comment il s'en est sorti, et déjà là, on pourrait travailler sur la proximité, sur l'empreinte carbone, sur la proximité, c'est facile de dire proximité. Pardon, je vous coupe juste pour qu'on comprenne bien. Il n'y a pas de restriction de distance pour un appel d'offres. C'est-à-dire que vous, dans les Hautes-Alpes, quelqu'un qui habite à Tourcoing peut répondre à l'appel d'offres. Mais bien sûr. Là, oui, mais on est là sur un non-sens total. Je peux venir ici en mettant 100 € moins cher. Ouais. Bah, je vais venir à Paris et j'arrive, je vais faire 8 heures de route. Mais il y a peut-être quelque chose à jouer là-dessus sur une espèce de restriction. Ça fait longtemps qu'on le dit, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est aux députés. Non, mais parce que c'est du bon sens là. On est sur du bon sens. Des communes sont bloquées. Il y en a qui le font parce que c'est des amis, c'est des copains ici là. Mais c'est bloqué. Ils ne peuvent pas le faire juridiquement. Ils ne peuvent pas le faire. Ouais, je crois que ça c'est quelque chose d'assez important. Le premier soutien local, c'est systématiquement de réserver les marchés publics locaux aux artisans et commerçants locaux. Bon sang, quand je vois Sodexo venir livrer les 2 maisons de retraite qu'il y a dans ma ville, moi ça me fait hurler. Ça me fait hurler d'abord parce que c'est moins bon que ce que pourraient servir nos producteurs locaux. Et ensuite les écoles. Alors les écoles c'est pareil, c'est parce que c'est le fruit d'une réglementation ubuesque. Moi, je ne peux même plus faire, quand j'avais ma fille à l'école, je ne pouvais pas faire un gâteau le jour de son anniversaire. C'est interdit par la loi. Non mais, vous vous rendez compte? Donc déjà, ces gamins-là, on leur apprend que chez nous, c'est dangereux. C'est pas aseptisé, il peut y avoir des microbes. Ensuite, il y a 10 000 scolaires. Moi, j'ai fourni, parce que je commence à être un peu âgé, j'ai fourni au tout début un lycée qui s'appelait le lycée Roca, qui avait beaucoup d'élèves. On m'a demandé 10, 15, 20, 40, 50% de remise. Moi, je ne peux pas travailler à perte. Il fallait que je livre, en plus des poids spéciaux, des formes spéciales. Donc, il y a vraiment un budget à consacrer à ce qu'on retrouve, nous, artisans commerçants locaux, les fournitures des collectivités locales. Et quand on nous parle de prix, et là, vous aviez raison, on peut venir de Chine en avion. Pour fournir, il suffit simplement d'être dans le dumping financier ou social des choses. Et puis quand on me dit que ça coûte plus cher d'aller chez un artisan, c'est pas vrai. Puisque derrière, et vous l'avez dit, il y a toute une activité économique qui se crée. Donc ça crée aussi des cotisations sociales, ça crée des cotisations fiscales. Donc si on perd tout ça, on perd sur les 2 tableaux. L'État a encore sa responsabilité. Si on prend par exemple le cas de l'optique, alors la mobilité devient là aussi complètement ubuesque. On nous embête sur des... Enfin, on nous embête, c'est le climat qui nous l'impose aujourd'hui, les RSE. Donc on va nous demander dans nos magasins de faire énormément d'efforts, mais par contre on va laisser rouler des camions toute la journée qui vont aller de village en village, mais ça pose pas de problème sur le climat, ils ne s'interrogent pas. Sur le 100% santé, quand on nous impose des montures à 30 € TTC, moi je veux bien. À votre avis, elles viennent d'où les montures? Elles ne peuvent pas venir de France. Donc à un moment, il va falloir prendre ses responsabilités. On ne peut pas tout nous imposer et tolérer l'inverse, sans contrôle. Thierry Fréchon, je vous laisse le mot de la fin. Oui, c'est vrai qu'à l'extérieur des villes, des villages, des bourgs, des centres-bourgs, il faut éviter de faire venir, je ne veux pas dire le nom parce que pour les boulangers ça ne plaît pas, c'est MB, mais je ne veux pas dire le nom pour ne pas en faire de publicité. La commune devrait ne pas autoriser l'implantation de ces grands groupes industriels. J'ai vu à côté un stand qui est très intéressant, la participation des socioprofessionnels, ils appellent Fédération française de la ville des conseils des sages.
Je viens juste de le voir. C'est pour ça que je suis arrivé en retard sur votre plateau. Très intéressant. Ils sont en train de déposer quelque chose, c'est de déposer par rapport au gouvernement, de faire ce conseil des sages et d'inviter les socioprofessionnels dans les villes, dans les villages de 100, 200 ou 50 habitants. Petit groupe, dont on donne notre avis, le public, les habitants, les professionnels, et que le maire puisse travailler avec ça. Je pense que ça serait un lien social avec la mairie et les habitants et les commerçants. Ça serait déjà, on pourrait gagner. On pourrait gagner en parole et en économie d'énergie et en économie pécuniaire. Merci beaucoup à tous les trois. Surtout, vous restez bien sur notre plateau puisqu'on enchaîne Merci. une émission dans quelques minutes qui sera sur les difficultés de recrutement. Là aussi, je crois qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire. Merci à vous d'avoir suivi cette première émission de la journée sur U2P TV. On se retrouve dans quelques minutes donc pour parler des difficultés de recrutement. À tout de suite.